Bonjour et aujourd'hui nouvelle vidéo sur le thème des univers dystopiques. Pour commencer, parlons de la liste de Schindler, qui est un film de Steven Spielberg paru en 1994, et dont le genre est histoire et guerre. Pour l'histoire, il s'agit de Monsieur Schindler, qui va tout au long de la guerre protéger les Juifs en les faisant travailler dans sa fabrique en 1944. Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est l'apparition de la petite fillette habillée en rouge. Elle semble perdue, cherche quelqu'un. Elle est la seule à être en couleur. Au début, elle est à peine perceptible, mais attire assez vite l'œil du spectateur par sa couleur. Sa veste est le seul élément du film qui soit en couleur, si on ne compte pas la fin du film. Lors de sa première apparition, elle est pleine de vie. La couleur rouge accentue cette idée, car le rouge est la couleur du sang, mais aussi de la vie. Plus tard, dans le film, la fillette réapparaît. On sait que c'est elle, car elle est toujours vêtue de la même veste rouge. Cette fois, elle est morte, entassée comme d'autres sur une pile de cadavres. Ce moment est pour moi le plus marquant du film. Les scènes où elle apparaît sont très courtes, mais bel et bien marquantes. Elle est le symbole de cette tuerie de masse, de la fragilité de la vie, mais aussi de l'injustice de la guerre. Le symbole est fort et marque le spectateur. Il se peut que celui-ci n'ait pas remarqué la fillette car la caméra ne la suit pas précisément. La couleur rouge est à peine visible, accentuant l'idée de la morosité propre au climat du film. La couleur n'est pas criarde, le spectateur reconnaît pourtant très facilement lors des deux seules scènes où elle apparaît, la petite fillette. C'est bien elle qui ne pourra plus jamais appartenir au monde des vivants. Une jeune fille qui pourtant était innocente et que la guerre aura emportée. Continuons cette fois avec un jeu vidéo. Fallout 4 est un jeu sorti en 2015 et édité par Bethesda Game. Il est du genre post-apocalyptique. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au XXIe siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse avaient entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077. À l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour l'histoire, le jeu se déroule dans un univers dystopique où la guerre nucléaire a éclaté, détruisant le monde et ceux qui y habitaient. Quelques personnages arrivent néanmoins à survivre et se rendent dans des abris anti-atomiques. C'est le cas du personnage que nous jouons. Celui-ci se voit séparé de sa femme et de son enfant lorsqu'il est cryogénisé. L'univers de Fallout est riche. Après être resté plus de 100 ans en hibernation, le personnage sort de l'abri et découvre le nouveau monde, complètement ravagé par la guerre, aucun survivant à l'horizon à première vue. Mais celui-ci n'est pas complètement vide. De nombreuses scènes nous sont offertes, mais aussi de nombreux terminaux contribuent à rendre le jeu plus riche. Chaque lieu raconte une histoire parfois tragique. Les bâtiments, les véhicules et les dépouilles que l'on croise nous rappellent l'époque à laquelle le personnage vivait. Le monde dans lequel on évolue est en suspens. Tout y est tel que lors de l'explosion. Beaucoup de terminaux sont consultables et nous présentent les rapports militaires, médicaux ou autres de l'époque. Certains sont de véritables journaux de bord. Mais le monde n'est pas pour autant inhabité, car nous ferons la rencontre d'autres survivants. Beaucoup choisissant de reconstruire des villes, de se réunir, quand d'autres préfèrent abandonner leur humanité pour devenir de vils pillards arborant le Commonwealth. Fallout 4 est pour moi l'un des meilleurs jeux post-apocalyptiques auxquels il m'ait été donné de jouer. Toujours dans les jeux vidéo, parlons maintenant de Zelda Breath of the Wild. C'est un jeu édité par Nintendo sorti en 2017, et dont le genre est l'aventure.
Le protagoniste, Link, se réveille, tout comme dans Fallout, après avoir été endormi, et découvre un monde dans lequel il va devoir jouer un rôle clé pour combattre la menace qui y règne. Link n'est pas n'importe qui. Ayant perdu la mémoire, il va apprendre au cours de son aventure qui il était avant. Il apprend que 100 ans auparavant, il fut battu par Ganon le Fléau. Mort, il fut placé dans le sanctuaire de la Renaissance, duquel il se réveille au début de l'histoire. Pour être ressuscité, il fallut 100 ans durant lesquels Ganon put accroître sa puissance et prendre une forme de démon, entourant le château d'Hyrule. Ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est d'abord la très grande liberté qui nous est offerte dès le début. Celle de pouvoir explorer absolument tout le royaume, découvrant les ruines laissées par les guerres il y a un siècle, un peu à la manière de Fallout. Cependant, le monde de Zelda est bien plus vivant que celui de Fallout. Ici, la nature a repris ses droits, les animaux y sont présents. La jaquette du jeu n'est pas sans rappeler l'œuvre du peintre allemand Friedrich, intitulée « Le voyageur contemplant une mer de nuages ». Tout est centré sur l'individu. Il est seul face à l'immensité du monde qui lui est offert. Les scènes se ressemblent beaucoup. Les deux aventuriers sont en hauteur, de dos, l'un tenant une canne, l'autre une épée. L'appel à l'aventure est très fort. Plus récent et adapté du roman éponyme sorti en 1985, voici The Handmaid's Tale, la servante écarlate. Réalisé par Bruce Miller en 2017 et du genre science-fiction. Dans un avenir proche, une catastrophe environnementale a entraîné une baisse dramatique de la fécondité. Les fils de Jacob, une secte politico-religieuse, en ont profité pour prendre le contrôle d'une grande partie des États-Unis, en instaurant un régime aussi totalitaire que brutal, basé sur des interprétations extrémistes de la Bible. Dans ce que l'on nomme désormais la République de Gilead, une nouvelle hiérarchie sociale s'est installée. Les hommes ont une position de pouvoir tandis que les droits des femmes ont totalement disparu. Afin de repeupler la nation, les femmes sont divisées en 3 catégories. Les épouses, qui sont les femmes des dirigeants, les Martha, qui s'occupent de la maison, et les servantes, dont le rôle est la reproduction. Offred, l'une des rares femmes encore fertiles, est une servante assignée au service du commandant Fred Waterford. Parlons maintenant de Propaganda, un documentaire diffusé sur Arte en 2018 et dont l'auteur est Jimmy Lepol. Propaganda, la fabrique du consentement est un documentaire qui traite du pouvoir des médias et de la pub dans nos sociétés. Ainsi on peut faire grandir une idée, faire acheter ou même orienter l'opinion des gens grâce à des techniques perfectionnées par un petit groupe en moins de 50 ans. La figure la plus notable étant Edward Bernays. Dans le documentaire, l'exemple de la guerre est pris. Aucun Américain ne souhaite aller en guerre. Tous sont pacifiques. Le gouvernement met en place à travers les médias, journaux et radios une image avilissante de l'Allemagne nazie, les qualifiant de brutes sanguinaires, de véritables monstres capables de jeter un nourrisson par la fenêtre. Il les qualifie d'ennemis de la liberté d'expression, qui sont mis en scène au cinéma comme des envahisseurs qui s'en prendront tôt ou tard aux Américains. Pour mettre en place le consentement des masses, il faut gagner la confiance du peuple. Cela peut se faire en utilisant par exemple des figures célèbres. Il ne s'agit donc pas forcément de marques qui cherchent à nous faire acheter, mais aussi de contrôle des foules. Les mécanismes de notre inconscient sont exploités pour nous contrôler et nous manipuler. Le seul véritable outil de contrôle des foules est celui de la propagande. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous invite à me laisser votre avis en commentaire.